Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bougny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec un représentant de l'hôpital Montfort qui viendra nous parler de leur programme de bénévoles. On va aussi discuter avec notre chroniqueur spirituel, Jonathan Roy. Il va nous parler en fait de comment communiquer avec l'univers ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. On va aussi discuter avec Diana Navarro de la Nouvelle Acropole d'Ottawa. Vous savez qu'on a toujours de très belles discussions sur tout ce qui a rapport avec l'humain. Donc, elle est là aujourd'hui en studio. Et tout de suite, pour commencer, je pense qu'on a Michel Tremblay qui est là, qui va nous réactiver sa caméra, il me semble. Michel est là aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui se passe avec les projets à la Farfo. Et Michel, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Je t'entends, mais je ne te vois pas pour l'instant. Super. Et du coup, il apparaît. Michel, aujourd'hui, tu veux nous parler de plusieurs sujets. On veut parler d'agisme et aussi de son lien avec la maltraitance des aînés. Et puis, on parle de fraude aussi, tout ça. Alors, moi, je veux poser une question par rapport à l'agisme. Comment les personnes aînées francophones le vivent dans notre communauté? Ça se vit de toutes sortes de façons. Hein. Il n'y a pas une façon de vivre l'agisme. Alors, je suis allé récemment dans un club d'âge d'or et on a fait un atelier sur l'agisme. Okay. Et on parlait des trois grands ismes. On a parlé de sexisme, on a parlé de racisme et on a parlé ensuite d'agisme. Et c'était intéressant parce que les femmes qui étaient là, j'ai ramené à l'époque des années 70-80, quand elles ont eu à se battre pour défendre leurs droits comme femmes. Okay. Donc, on a fait des comparaisons intéressantes aussi avec l'agisme. Et on voit que c'est très, très ancré dans les comportements des gens et souvent dans les comportements des aînés eux-mêmes. Donc, l'agisme, quand on y pense, c'est de la discrimination, c'est des stéréotypes, c'est aussi des préjugés. On pense que les personnes âgées, en général, ben, ils sont faibles, ils sont malades, et surtout, ils sont pas capables de prendre des décisions. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, qui veulent... Récemment, samedi soir dernier, j'étais à une fête et on parlait de... Je disais que on nous écoute pas, les gouvernements ne nous écoutent pas par rapport à nos besoins. Puis il y a quelqu'un qui a répondu, ben oui, mais ils savent mieux que nous autres ce qu'on a besoin. Non. J'ai dit, ben non, on devrait être capable, nous, de décider qu'est-ce qu'on a besoin. Là, quelqu'un m'a répondu, ben oui, mais ça coûterait encore bien plus cher au gouvernement. J'ai dit, ben c'est le contraire. S'ils nous écoutaient, on veut rester à domicile, on veut pas aller dans des soins de longue durée qui coûtent très cher, mais on veut avoir de l'aide à domicile. Puis on veut pas avoir des services les plus dispendieux. Oui. Donc, on pourrait aider au système de cette façon-là. Écoute, ce que tu viens de dire là me fait réfléchir parce que tu as tellement raison. L'agisme, ça peut être que y a des personnes qui font subir ça aux personnes aînées, mais c'est souvent les personnes aînées qui se mettent dans ces positions de faiblesse parce qu'avec cet atelier, tu vois comment certains aînés réfléchissent parce que j'imagine que dans les temps en arrière, là, en 1900 et quelques, là, ils n'avaient pas la voix, en fait, pour dire qu'est-ce qu'ils voulaient au gouvernement ou peu importe. Donc, peut-être qu'ils ont encore cette mentalité-là de dire, OK, je veux pas déranger. Ça, c'est très vrai, surtout chez les francophones. Ouais. On ne veut pas déranger. On ne veut pas faire de plainte. Ouais. On le voit avec le commissaire au service en français disait récemment, il dit, si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on fasse des plaintes. Et on peut agir à ce moment-là. Mais les gens n'osent pas. Oui. Ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas faire de trouble. On n'aime pas la chicane. Heureusement que tu prends le bâton et puis tu fais qu'est-ce qu'il y a à faire là. Merci avec tous tes collaborateurs de t'occuper de la cause des aînés francophones. Et tu as parlé de quelque chose que je trouvais tellement intéressant en tout début. Tu mentionnais que les gens pensent que les personnes aînées n'ont rien à apporter, alors que non. J'en ai parlé avec Jean-Guy Soulière de Retraite en Action pour la semaine de l'action bénévole. Et puis il mentionnait que nos organismes ont besoin de nos aînés. Oui. Oui, on a besoin de la sagesse des gens. On a besoin aussi de l'expérience. Une des choses qui est intéressante, c'est quand on fait l'exercice
qu'est-ce qu'on a changé dans notre vie, dans nos vies, quand on a grandi, quand on a évolué, quand on a travaillé. Quand on regarde ce que les gens nés après 45 ont réalisé, c'est énorme. Mais tous les droits de la personne, les droits droits des femmes d'abord, ensuite de ça, les droits pour prévenir la discrimination raciale. Écoute, Michel, je vais te garder là-dessus. On va revenir et puis je pense qu'on va creuser dans qu'est-ce que j'ai entendu donner comme information. Juste pour rappeler à nos aînés qu'ils ont leur place. Vous regardez Tout savoir. On revient juste après la pause. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute Tao-Taled, bonjour. Vous appelez, on vous écoute. De retour à Tout savoir, on parle toujours d'agisme avec Michel Tremblay de la Farfo. Et avant la pause, on mentionnait à quel point les personnes aînées étaient capables de faire bouger les choses et tu nous faisais un peu d'histoire, Michel. Oui, mais une des choses qui est importante aussi, c'est pour qu'on se connaisse, OK? Il faut qu'on apprenne à s'accepter comme on est. Et on a des forces, faut apprendre à les connaître, nos forces. Mais il faut aussi savoir s'adapter et connaître ses limites. Mm-hmm. Puis, c'est vrai qu'on subit énormément de pertes. On a des pertes physiques, on a des pertes à toutes sortes de niveaux, financières, des pertes d'amis, de famille, de membres de famille. Donc, c'est comment on s'adapte à tout ça. Puis, je pense qu'on a des bonnes capacités d'adaptation. Et puis, ça nous apprend à voir c'est quoi nos forces. Une des choses que j'ai dit à quelqu'un récemment, j'ai dit, quand tu as 60 ans, puis tu penses à prendre ta retraite, puis tu vas vivre, disons, jusqu'à 100 ans, c'est 40 ans là, que tu as comblé. Yeah, c'est vrai, très vrai. C'est une des réalités qu'on oublie souvent, c'est quand on va prendre notre retraite, on arrête, on ne veut pas faire grand-chose, on veut se reposer. Il y en a qui disent, ben moi, j'en fais des voyages. Mais des voyages, c'est 2 mois dans l'année, 1 mois dans l'année, puis il y a encore 10 mois à combler. Donc, le bénévolat devient une source pour agir, pour faire des choses. Puis dans certains cas, même, on peut continuer à travailler ou faire des travaux qui nous plaisent et qui nous permettent d'avoir des revenus. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il faut penser qu'on a encore un avenir devant nous, puis qu'on veut garder le contrôle sur plusieurs éléments de cet avenir-là. Écoute, il y a des phrases types, il y a des phrases clés que souvent, ça nous guide. Quand on dit « j'aurais donc dû faire telle chose »,« j'aurais pas dû faire telle chose ». Les regrets. Mais si j'avais su, j'aurais pas fait certaines choses. Donc, ces phrases-là, là, quand on les dit, des fois, ça nous fait réfléchir parce qu'on ne peut pas vivre avec le passé. Comme il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est fait, c'est fait. C'est fini. Donc, on passe à autre chose et on avance. On avance. En tout cas, merci beaucoup pour ces ateliers-là. J'espère que tu en feras beaucoup encore d'ici la fin de l'année parce qu'on a besoin.
de mobiliser nos aînés pour qu'ils puissent rentrer dans les rangs. On a besoin de leur sagesse dans tous les organismes, on a besoin de leur expertise aussi. Écoute, deuxième point qu'on voulait discuter aujourd'hui, il s'agit de la journée du 14 mai, où est-ce qu'il y aura un autre atelier, une autre activité pour la journée contre l'homophobie et la transphobie. C'est ça. La journée du 14 mai, normalement, c'est la journée du 17 mai. OK. La journée du 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On a un comité qui se rencontre, ça fait la 3e année qu'on fait ça. Et on a réalisé qu'un vendredi après-midi, c'était peut-être pas le bon moment, donc on a choisi le 14 mai pour faire notre atelier. Okay. Et cette année, ce qu'on a décidé, c'est... L'année dernière, on avait parlé de la transparentalité puis l'homoparentalité. Donc, des parents qui ont adopté des enfants ou dans certains cas avec une mère porteuse, par exemple, une femme. Donc, on a cette année choisi un thème différent. C'est comment, comme allié, comme membre de famille, comme ami, je peux aider quelqu'un qui est de la communauté LGBTQ. Okay. Donc, on a choisi 4 panélistes qu'on a invités à participer. Je vais les nommer. C'est Émile Maheu. Émile, il travaille avec l'Association des enseignants franco-ontariens et il va nous parler de la partie syndicale, comment les syndicats ont appuyé ou aidé les communautés LGBTQ. On a Jacqueline Noiseux, qui est très connue dans la région d'Ottawa, avec le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa. Donc, Jacqueline est directrice générale et a beaucoup d'expertise qu'elle peut nous apporter. Jacqueline Pelletier, qui va nous parler de la perspective famille, pour parler de nièces ou de personnes dans la famille. Et Fabien Schneider, qui est le directeur général adjoint des centres d'accueil héritage de Toronto. Okay. Donc, Fabien est aussi sur notre conseil d'administration à la FARPO. Donc, il va nous emmener une autre perspective. Donc, ça, c'est une journée qui va être un atelier qu'on espère qui va attirer beaucoup de monde. On invite pas seulement les franco-ontariens, mais on a l'appui de la Fédération des aînés du Canada pour qu'on puisse inviter les gens de n'importe où au Canada pour en parler. Parfait. Alors, c'est un événement qui va se faire en virtuel? Oui, en virtuel. OK. Alors, est-ce que pour m'inscrire, je peux juste aller sur le site Internet de la FARFO et puis c'est beau? Oui, c'est une façon de le faire. Puis, il y a plusieurs façons de se connecter, mais il y a le lien sur notre site. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Troisième discussion qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'est concernant un événement qui va arriver pour les 2, 3 et 4 juin. Et tu vas te déplacer, tu seras ici à Ottawa. Il s'agit de quoi comme événement? C'est une conférence sur les services communautaires qu'on donne aux personnes âgées, qui sont offerts aux personnes âgées. On attire des organismes, des personnes aînées elles-mêmes. C'est l'organisme Aide aux aînés Canada qui organise, avec plusieurs autres partenaires. Et puis, c'est une conférence qui a lieu à l'hôtel Marriott au centre-ville. Et c'est une première fois, je pense, que ça se fait de cette façon-là. Il y a des conférenciers comme le ministre de la Santé, le ministre des Aînés du Canada va être là. Il y a Mme Clarkson, Adrienne Clarkson, l'ancienne gouverneure générale. Donc, il y a beaucoup de conférenciers. Il y a aussi des ateliers. Je dois dire que je suis un des conférenciers ou on fait un atelier. On va parler dans notre atelier des aînés en situation minoritaire. Okay. Donc, moi, je vais aborder la question des aînés en situation minoritaire francophone. Et j'ai une collègue du Québec qui va nous parler des aînés anglophones en situation minoritaire. C'est fou comment, tu vois, il y a des personnes qui sont en minorité partout. On pense que c'est juste nous là, mais du côté du Québec aussi, c'est pratiquement pareil. Écoute, je suis sûre qu'ils seront chanceux de t'avoir là parce que tu as tellement de très bons points à souligner. Et puis, discuter des vraies affaires dans un environnement où le ministre même est là, je me dis, c'est le moment de dire tout ce qu'on a à dire. Oui, c'est ça, c'est une opportunité. Alors, pour cet événement-là, est-ce que monsieur, madame, tout le monde est invité? Et si oui, est-ce que tu sais exactement où est-ce qu'on est capable de prendre des billets?
Faut aller sur le site Internet de Aide aux aînés, HelpAge Canada, Aide aux aînés Canada, et il y a des frais pour s'inscrire. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci de nous partager toujours tout le travail extraordinaire que fait la Farfo. J'ai hâte de te parler, je pense, dans 2 semaines. OK. OK, au revoir. Très bien. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, concernant toutes les activités que Michel vient de nous mentionner, vous pouvez visiter leur site Internet au www.farfo.ca pour non seulement avoir l'actualité de la Farfo, pourquoi pas vous inscrire à leur infolettre et puis voir exactement qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour le mois de mai et pour les mois à venir. On va prendre une pause et juste après la pause, on va avoir une discussion sur notre humanité avec Diana Navarro de la Nouvelle Acropole d'Ottawa. Vous regardez Tout savoir. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi, vendredi, 10h sur TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga, et pour la 4e année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir, comme j'ai dit, on va parler de notre humanité avec Diana Navarro de la Nouvelle Acropole d'Ottawa. Et quand je dis humanité, vous allez vous dire, mais c'est un grand sujet. Mais en vrai, notre thématique aujourd'hui, c'est comment se libérer des préjugés et être objectif. J'aime beaucoup cette question-là parce qu'on a tous des préjugés. Surtout quand on ne connaît pas l'autre ou bien qu'on ne connaît pas sa culture. Du coup, on se dit, mais pourquoi il agit comme ça? Oui. Puis on commence à avoir des jugements. Oui, c'est ça. Tout à fait comme tu dis, on a tous des préjugés. Oui. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a des préjugés? Bonne question. Pourquoi tu penses qu'on a des préjugés? Pourquoi est-ce que... tout le monde, c'est garanti, on a tous des préjugés. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Ah, c'est vrai, c'est une bonne discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir des préjugés? Je pense que oui, mais en tant qu'humain, on n'arrive pas à s'en empêcher. Pourquoi donc? Et pourquoi est-ce que les préjugés sont nécessaires? Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire, intéressant. C'est quoi un préjugé? Regardons, qu'est-ce que c'est, avant qu'on dit se débarrasser ou pas se débarrasser, qu'est-ce qu'est un préjugé? Le mot, l'étymologie de le mot préjugé, c'est pré avant. Et juger, ça vient de la racine indo-européenne, qui ça veut dire diriger. Ça veut dire comme classifier. Hein? Okay. Tu classifies. Tu juges. Juger, c'est classifier. Hein? Tu juges, tu dis, bon, on va faire la cuisine. Ça, c'est les légumes, la viande, les épices. Tu mets tout ça. Et on fait ça partout dans la vie. Cette personne s'en vont ici, dans cette boîte, ou des idées, des concepts, préconcepts qu'on a, et on dit, bon, les gens qui sont comme ça, je vois comment ça agit et je vais le mettre dans cette petite boîte. Les situations qui sont comme ça, je les mets dans cette petite boîte.
Et ainsi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est efficace, c'est économiquement bien. OK. De certaines façons. C'est pour économiser d'énergie. On dit, c'est pour économiser d'énergie. Parce que l'humain a besoin de tout comprendre. Hein. Oui. On veut tout comprendre. Oui, c'est ça. Mais pas tout le monde, peut-être. Ouais. Pas tout le monde. Donc, le préjugé, c'est... Si j'ai compris une chose et je mets tout le monde qui sait pareil dans cette boîte, je n'ai pas le travail à faire à comprendre. Regarder en dehors de la boîte. Ouais. Donc, tout le monde s'en voit là. Très bien. Donc, on a tous des préjugés depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit, on court, on tombe, et là, peut-être on a peur de courir là encore pour ne pas tomber. Donc, on est clair que c'est ça. C'est peut-être une façon d'économiser d'énergie mentale, émotionnelle, physique, de toutes sortes. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a cet mécanisme automatique de vouloir économiser cette énergie? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise ce mécanisme? Pourquoi est-ce que ça t'est attiré de se défaire des préjugements et être objectif? Pourquoi est-ce que ça t'a attiré ce titre qu'on a proposé? Moi, je me dis que, comme tu le mentionnais, les préjugés, ça peut être bon comme ça peut ne pas être bon. Et moi, je me dis, on a tous des préjugés. Il ne faudrait pas qu'on se mente, surtout qu'on parle de la culture, par exemple. Dans notre communauté, il y a plusieurs cultures. Donc, déjà, les préjugés, ils sont déjà là. C'est déjà une forme de barrière. Et est-ce qu'il y a des bons préjugés? C'était ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. Est-ce qu'il y a des bons préjugés? Est-ce qu'il y a des mauvais préjugés? Et puis, en quoi est-ce que ça nous sert d'avoir des préjugés en tant qu'humain? OK. Bon, en tant qu'humain, ma perspective d'aujourd'hui, c'est pas absolu et c'est pas conclusif. OK. Bon, donc, j'apporte une perspective pour le temps qu'il y en a. La perspective d'économiser d'énergie. OK. On économise d'énergie et on dit, bon, tous ces gens-là, je les mets ici. Toutes ces situations, je les mets là. Tous ces sortes de politiciens, je les mets ici. Toutes ces sortes de supermarchés, je les mets ici. Donc voilà, je n'ai pas à questionner. Mais justement, dans tout ça, ça se peut que ce qui perd dans tout ça, c'est moi-même parce que j'ai déjà décidé qu'est-ce que l'autre est. Ah oui, c'est vrai. Et parce que lorsque l'autre est comme ça, je ne lui permets pas de me montrer tout son mystère. Et si je lui laisse me montrer son mystère, j'apprends beaucoup. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, le préjugé, c'est une paralysie mentale. Wow! Wow! Oui, ça veut dire, j'ai décidé à un moment donné que c'est là, ça va être comme ça, et le reste, que c'est pareil, va rentrer dans ça, et je n'ai rien à penser. Il y a une sorte de paresse qui c'est la plus dangereuse que l'être humain peut avoir. On a tous des paresses. Le dimanche, je ne veux pas me réveiller, je ne veux pas bouger pas trop, je ne veux pas faire d'excès. Ça va. Mais la paresse mentale, c'est la pire parce que tout est d'abord mental. Donc, c'est une manière pour l'humain, si je comprends bien, c'est une manière pour l'humain de se protéger et puis de ne pas trop avoir de travail mental à faire. Ce que tu dis, c'est intéressant, Diana. Pourquoi? Parce que quand on a un préjugé sur une personne, la moindre chose que la personne va faire, tu vas te dire, oh oui, c'est pour ça que je pensais ça d'elle. Parce que ça vient confirmer qu'est-ce que tu t'es dit dans ton esprit. C'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, on a les côtés aveugles, on ne voit pas. On veut voir seulement ça et on ne voit pas qu'est-ce que c'est. On ne voit pas ça. Donc, on va dire,
si je m'ouvre à une autre possibilité. Donc, ça arrive à ce que Socrate a suggéré. Si ça va nous rester 5 minutes, je voulais vraiment qu'on parle de ça. Tu viens toujours avec des citations d'auteurs. Oui. Et ici, on parle de Socrate qui nous aide à passer au travers des 3 passoires de qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est utile? C'est ça. Donc, Socrate arrive quelqu'un de marché. Socrate parlait à l'agora tous les jours et enseignait aux jeunes à penser. Et quelqu'un arrive, Socrate, tu ne sais pas qu'est-ce que je viens d'entendre. Et Socrate dit, oh, avant que tu me dises, il faut que tu passes par ça. Est-ce que ce que tu vas me dire, c'est vrai? Il dit, bon, j'ai entendu que quelqu'un disait, je ne suis pas trop sûr. D'accord, très bien. D'accord. 12e. Est-ce que c'est bon pour moi ce que tu viens me dire? Parce que tu as couru jusqu'à du marché, jusqu'ici. Est-ce que c'est bon pour moi? Bon, peut-être pas parce que tu vas penser de l'autre et on n'est pas sûr, on n'est pas sûr si c'est vrai. D'accord, très bien. Peut-être le 3e, ça va m'être utile. Est-ce que c'est utile? Bon, c'est un bon gossip, là, on parle des gens au marché, donc c'est pas utile. Bon, viens-t'en, on va y aller travailler dans mon jardin avec les tomates et faire une chose utile. Quelque chose utile. Donc, très simple, mais qu'est-ce qui se passe avec le préjugement? On peut se débarrasser si on questionne qu'est-ce qu'on croit. Wow, oui. C'est tout ce que ça prend. Pourquoi est-ce que je crois ça? Pourquoi est-ce que je pense ça? Si on ne questionne pas, on prend des choses préfaites, c'est prepackaged, c'est-à-dire c'est préfait, et on le prend, on n'a pas à penser, on n'a pas à réfléchir, on a tout simplement à répéter. C'est pour ça que moi, je dis toujours que c'est important de savoir à qui on prête nos oreilles. À qui est-ce qu'on écoute? Parce que, comme tu dis, c'est des idées préfaites souvent. Quelqu'un va dire, oh, les Africains, ils sont pas chaleureux. Je dis ça comme ça. C'est un préjugé. Personne ne l'a dit, mais je dis comme ça. Donc, quelqu'un qui va voir une personne, je dirais, canadienne, va voir un Africain, mais c'est pas une personne chaleureuse. Parce que j'ai entendu ça de quelqu'un. Je l'ai cru. Donc, pour moi, c'est devenu un préjugé que je garde pour moi. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on se réveille? Comment est-ce qu'on réveille notre conscience? On réveille notre conscience avec la question. Est-ce que les 3 questions, est-ce vrai, est-ce bon, est-ce utile, est-ce qu'on peut les utiliser pour les préjugés? Pour tout. Toute l'information que ça nous vient, tout ce que je suis en train de te dire, c'est à toi de vérifier. C'est personnel. À ton audience de vérifier et dire toutes les choses qui nous viennent parce qu'on est exposé à tellement d'informations, c'est faramineux. Donc, qu'est-ce que ça prend? Des choses, et on dit comment est-ce qu'on peut filtrer tout ça parce que c'est énorme la quantité d'informations. D'accord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et c'est à moi de travailler ça, de réfléchir et voir si ça fait du sens. Il va nous rester 1 minute. Oui. Est-ce que c'est bon aussi? Est-ce que c'est bon? Ça veut dire, où est-ce que je m'en vais comme être humain? Si je veux évoluer comme être humain, je veux des choses qui vont m'aider à évoluer. Et utile, hein? Est-ce que c'est utile? C'est utile pour faire ces cheminements. Ouais. Tu vois? Donc, pour tout, il faut vraiment se poser des questions. Écoute, merci beaucoup pour notre belle discussion encore une fois. J'aimerais juste que tu rappelles aux gens que vous avez des groupes ou est-ce que vous avez des discussions dans ce genre-là à la Nouvelle Acropole d'Ottawa? C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on se revoit dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines, j'ai bien hâte là pour le sujet qu'on va traiter. Pour vous autres à la maison, je pense que si vous avez des questionnements, comme tout le monde, vous êtes invités à visiter le site Internet de la Nouvelle Acropole d'Ottawa au www.nouvelleacropoleottawa.ca. Ils sont aussi disponibles sur Instagram. Pour ceux qui ont Instagram, c'est juste Nouvelle Acropole Ottawa. Et en dernier aussi sur Facebook.
Facebook, c'est la Nouvelle Acropole d'Ottawa. Donc, Nouvelle Acropole d'Ottawa partout sur vos différents réseaux sociaux. Je pense que ça ferait du bien d'avoir des discussions constructives comme ça avec eux. Alors, rejoignez-les. Après la pause, on va parler avec notre expert, pas notre expert, pardon, mais notre chroniqueur Jonathan Roy sur la spiritualité. Vous regardez Tout savoir. Si vous aimez la bonne nourriture, je vous invite à vous joindre à nous pour concocter de délicieuses recettes d'inspiration française. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Je vais vous parler des défis puis des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale nationale. De l'Ochigan, brochet au saumon, l'action est toujours au rendez-vous. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Regardez et encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. De retour à Tout savoir, on parle spiritualité avec notre chroniqueur Jonathan Roy et c'est toujours un plaisir de parler de spiritualité avec lui. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique que je pense qui va intéresser beaucoup de personnes et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment communiquer avec Dieu ou l'univers. Et j'ai vraiment envie de te demander, qu'est-ce qu'on entend par communiquer déjà avec Dieu ou l'univers? On commence bien. Merci de m'accueillir. Alors, communiquer. On communique présentement ensemble. Oui. C'est une conversation qu'on a. On parle, écoute, des émotions, des choses qu'on vit. Donc, comment communiquer avec Dieu, avec l'univers? Bien, comment est-ce que je suis capable de mettre des mots, mettre des émotions sur ce que je vis à l'intérieur, dans les activités que je vis, dans mes relations et tout ça. Donc, comment communiquer avec Dieu, avec l'univers, dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui sont très réfractaires à cette idée-là. Je vais vraiment le dire parce qu'ils se disent, bon, OK, si je communique avec toi, Jonathan, je te vois, je te touche, je peux te sentir. Mais avec Dieu ou l'univers, on ne voit pas, ou même mère nature encore, on va dire, je peux être dans la nature, je vais sentir quelque chose, mais on ne le voit pas, ce Dieu, on ne le voit pas, cet univers-là. Donc, comment j'arrive à avoir un lien profond avec cette tête qui est suprême, qui est au-dessus de moi? Bien, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit l'essentiel est invisible. Wow! Et il y a plusieurs choses qui sont invisibles. L'amour, c'est invisible. La paix, le pardon. Et c'est comment j'arrive, moi, à le mettre présent. L'amour est invisible. Je ne peux pas te montrer, voici, ça, c'est l'amour. Mais par mes gestes, je suis capable, mes actes. Et justement, le cœur, parce que quand on parle de spiritualité, on a parlé dans d'autres capsules, c'est l'intelligence du cœur. Et l'amour est dans le cœur. Donc, comment je peux mettre ça vivant, mettre ça vrai, cet amour-là? Et ça prend... Comme tout sport, si je veux jouer au volleyball, je veux jouer au soccer, au football, je dois pratiquer. Je ne serai pas excellent dès le début, mais c'est la même chose avec la spiritualité. C'est quelque chose qui se pratique. Et quand je vis une situation difficile où je n'ai pas arrivé à aimer, bien là, après ça, je dois me replier sur moi-même et réfléchir, parler, communiquer avec Dieu, l'univers, pour dire... Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai pas réussi? Puis comment la prochaine fois je pourrais réussir justement à avoir cette belle relation-là? Et souvent, cette conversation-là, on pense que ça doit être des prières ou des mots tout appris. Mais en fait, c'est comme parler à un ami. Je sais que moi, j'ai une personne que j'aime beaucoup, un ami que j'aime beaucoup. On se rencontre une fois par mois, puis
on se parle les deux, puis on discute. C'est comme un ami, c'est très intime. On parle nos joies, nos peines, nos difficultés, les bonnes choses qui se passent, moins bonnes. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, de parler avec Dieu, ça fait du bien. Et de prendre le temps de parler de ce que tu vis à l'intérieur, ce que je vis, les émotions, autant bonnes que moins plaisantes. Oui. Et quand tu t'autorises, en fait, je pense que ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que quand tu t'autorises à verbaliser ce que tu ressens, j'ai la forte impression, et j'ai déjà eu l'expérience, que tu prends du détachement face à ça et tu arrives à voir qu'est-ce qui, on va dire, dans le mauvais des cas, tu arrives à voir qu'est-ce qui est mauvais, en fait. Et à t'asseoir avec ça, on va dire. Oui, parce que quand on est dans la situation, c'est dur de voir clair. C'est ça. Quand il y a une situation qui se passe à l'extérieur de nous, on est capable de juger de l'extérieur. C'est pour ça qu'on juge toujours les autres. Exactement. Des fois, il y a un certain jugement dans le sens qu'on peut... Bon, mais quand on est dedans, c'est dur à voir clair sur comment est-ce que je peux vivre ça. Alors, tu parlais tantôt de pratique, que c'est quelque chose qui se pratique au fur et à mesure. Ça serait quoi tes conseils, toi, pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'avoir cette intimité-là avec l'univers, cette intimité-là avec Dieu? Étant donné que c'est quelque chose de très personnel, c'est à chacun de nous de découvrir comment j'arrive à avoir cette intimité-là du cœur avec Dieu, avec l'univers. Puis, ça pourrait être à travers... Moi, personnellement, j'aime marcher en forêt, écouter de la musique. Il y en a qui aiment venir dans un endroit, une belle église, s'asseoir. Il y en a que ça va être en étudiant les Écritures, en lisant un livre. Il y en a que ça va être aller dans la forêt, comme j'ai dit. Donc, c'est à chacun de soi à découvrir la façon dont on peut communiquer. Puis, il y en a, c'est à travers l'action, aider les autres. Du bénévolat, quelque chose comme ça. Okay. Oui, il y en a, c'est l'action qu'ils ont besoin. S'arrêter, c'est plus difficile, donc ils veulent être dans l'action. C'est le même qui se ressourcent, c'est le même qui communiquent puis sont bien à travers ça. Et comment entendre la voix de Dieu? Je pense que ça vient avec cette thématique qu'on est en train de dire, communiquer. Tu veux communiquer, mais tu veux aussi entendre qu'est-ce que l'autre te dit. Donc, on parle, en l'occurrence, de Dieu, l'univers. Comment entendre cette voix-là qui nous montre toujours le chemin? Oui. Parce qu'une communication, c'est à 2 ou à 3. Puis cette communication-là avec Dieu, avec l'univers, bien, oui, on partage ce qu'on vit, ce que je vis, mes émotions, mais aussi une réponse. Il y a toujours une réponse qui vient. Et on croit, des fois, que, comme les histoires qu'on entend dans la Bible ou dans d'autres livres, que Dieu va ouvrir le ciel, puis il va parler. C'est même pas de même ça fonctionne. C'est à travers les autres. À travers les rencontres que je fais. Admettons, je demande d'avoir plus de patience, Dieu va me donner un enfant où j'ai besoin d'exercer ma patience. Puis, c'est pas magique, c'est pas que ça va être là, mais par des événements, peut-être au début, j'aurais 0 patience, puis là, avec le temps, je suis en train d'exercer ma patience. À travers les rencontres, à travers les événements qui vont arriver dans nos vies. Des fois, c'est un événement qui n'était pas prévu. Puis là, s'il y a quelque chose qui se passe, et justement, ça répond à cette prière-là, à cette demande-là. Et puis, il faut vraiment être, je pense, être à l'écoute de qu'est-ce qu'on entend aussi. Parce que, comme tu l'as dit, la réponse peut venir peut-être même d'un ami. Tu fais une petite prière, aide-moi à choisir, je dis n'importe quoi. Parmi ces 2 offres d'emploi, aide-moi à choisir la meilleure des offres. Puis tu viens, il y a un ami qui te dit, écoute, tu sais, il y a telle entreprise qui rentre en bourse, là, mais finalement, je pense que tu as ton choix. Ça peut être une réponse. Exactement, à travers les autres. Et parfois, on n'est pas prêt à l'entendre. Même si on demande, même si on communique, puis on veut savoir... on n'est pas prêt encore à l'entendre. Puis on pense que Dieu, l'univers, est silencieux, qu'on est un peu dans un temps de désert, qu'on est seul. Mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas prêt encore à entendre la raison d'être. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on ne pose pas les bonnes questions qu'on n'est pas prêt à entendre ou parce qu'on fait la sourde oreille? Un peu des deux. Parce que des fois, on veut pas l'entendre, la réponse. On la sait, la réponse. On veut pas l'entendre. Parce qu'on sait que ça me placerait dans un chemin différent que ce que je suis dedans présentement. Puis, comme exemple, moi, étant jeune, je voulais être dans un monde où on parlait de spiritualité dès mon jeune âge. Dès 12 ans, je savais que c'était ça. Puis, je me mettais de côté parce que c'était pas
populaire. Puis même à l'école, le monde disait, c'est quoi ça? Puis laissé de côté et je me suis inscrit pour devenir ingénieur, qui est totalement autre chose, mais je savais que c'était pas moi. Puis après un semestre universitaire, c'était... Non, ça fonctionne pas, ça. Les mathématiques, les sciences, j'ai rien contre ça, mais c'était pas moi. Ça faisait pas partie de moi, mais j'avais communiqué, je savais ce que je voulais, mais je l'avais mis de côté. Mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et quand tu parles d'exemple, ça c'est un exemple personnel, mais ce matin, bizarrement, je lisais un post sur Facebook et il y a une jeune dame qui disait comme ça qu'elle a eu un enseignement. Elle était en train de penser à qu'est-ce que ça représentait l'audace. Et du coup, elle a juste observé, comme si son regard était poussé à observer sur la gauche, et elle a vu une femme aveugle qui marchait avec son bâton, mais qui avait porté des hauts talons. Des petits signes comme ça qui peuvent venir de Dieu ou l'univers pour nous remettre sur le droit chemin ou pour nous donner une réponse. Exact. Puis quand je prends le temps d'entrer à l'intérieur de moi, puis ça, c'est pas une religion, là, c'est une spiritualité. Quand je rentre à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et je deviens plus conscient de mon entourage, je deviens plus conscient du moment présent, plus conscient des signes, autour de moi qui me fait... devenir une meilleure personne, me fait rendre le monde meilleur. Donc, on va essayer de récapituler parce que notre chronique, la première chronique, de ce jour, se termine. Première des choses, comment communiquer avec Dieu, c'est vraiment de se dire qu'on parle à un ami. Exact. Avoir une communication comme si on parlait avec un ami. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu dirais? Être prêt à écouter? La réponse va venir, être prêt à écouter. Exact. Et troisième, comment cultiver cette communication-là? Tu as dit, on peut le faire de plusieurs manières pour entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas de ligne à suivre. Marcher dans la nature. Quel autre exemple tu peux donner? La musique. L'art. L'art. Il y en a qui c'est très spirituel, l'art. Aller au musée, on vit des choses, des émotions. Ça nous permet de voir. Oui, donc il y a plusieurs façons. C'est trouver son propre chemin. Trouver son propre chemin. À travers ça. Merci beaucoup, Jonathan. Et pour vous autres à la maison, vous avez vu que c'est pas sorcier d'entendre la voix de l'univers ou de Dieu. Soyez juste à l'écoute. Et comme Jonathan le dit tout le temps, on ne parle pas de religion, mais on parle de spiritualité et plus précisément de spiritualité du cœur. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Tout savoir, nous sommes en ce moment au Carrefour Santé Aline Chrétien, ici à Orléans. Et c'est notre première visite et on est très content d'avoir eu le temps de visiter cet endroit, je dirais, magnifique. Aujourd'hui, on veut parler de bénévolat. Avec moi, Denis Lajoie, qui est le président de l'Association des bénévoles de l'hôpital Montfort. Et Denis, je te l'ai dit avant qu'on ne fasse cette entrevue, j'ai vraiment envie de savoir, quand est-ce que tu as commencé le bénévolat pour la première fois dans ta vie? Mon bénévolat a commencé en 2003, lorsque ma mère a rentré au centre de soins de longue durée Montfort.
Puis, automatiquement, je suis devenu proche aidant. Puis, j'ai profité de l'occasion de faire du bénévolat à l'hôpital également. Alors, j'ai commencé à faire de l'accueil à l'entrée principale. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, ça fait une vingtaine d'années là, que je suis dans le bénévolat. Une vingtaine d'années que tu es dans le bénévolat et je pense que le fait d'avoir un rapport avec les personnes qui viennent à l'hôpital, je pense que ça change la perspective de la personne qui fait le bénévolat dans un hôpital. Parce qu'on a un contact direct avec soit les patients ou bien même les familles. On est, plus ou moins, on est la première ligne d'introduction à l'hôpital. Alors, les patients arrivent, puis nous sommes les premières personnes à qui ils parlent. Alors, tout de suite, on établit une relation avec ces gens-là. Est-ce que tu aurais une anecdote, je sais que sûrement tu en as plusieurs, mais une anecdote que tu as pu vivre en tant que bénévole à l'hôpital Montfort qui te reste toujours dans la tête? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour leur rendez-vous, n'ont pas beaucoup d'informations sur le genre de rendez-vous qui les attend. Ah, oui. Alors, soit pour des tests sanguins ou des tests un peu plus sophistiqués, mais on essaie des rendre plus relax, parce que les gens arrivent, sont stressés un peu. C'est l'hôpital. Oui, c'est un hôpital, puis ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est ça. Alors, nous autres, on essaie de les calmer un peu, puis en leur donnant les directives, comment se rendre à leur rendez-vous, puis où aller, puis jaser un peu aussi. Des fois, on jase la belle température, puis ça change leurs idées. Oui. Alors, ça établit une relation amicale avec les gens. Et est-ce que, pour revenir encore à ma question, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelqu'un à qui Denis a apporté un sourire ou bien apporté une information ou bien même une relation qui s'est créée avec quelqu'un qui est venu visiter l'hôpital, qui est venu à l'hôpital? J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'anciens amis, des amis de mon enfance, qui, eux, s'occupent de leurs parents maintenant. Okay. Alors, ils accompagnaient un parent, soit un père ou une mère, pour son rendez-vous. Puis on s'est mis à jaser comme ça. Puis il dit, tu fais du bénévolat, es-tu payé pour ça? J'ai dit, non, c'est du bénévolat, c'est gratuit. Vraiment? Oui. Alors, il était vraiment surpris que je consacre du temps bénévolement pour accueillir des gens à l'hôpital. Puis, vu qu'il s'étonne, c'est sûrement parce qu'il se dit, comme tout travail, on devrait être payé, mais souvent, le bénévolat, ça apporte plus à l'âme de la personne qui fait du bénévolat qu'autre chose. Les finances, c'est souvent pas si important quand on se retrouve dans un endroit où on fait du bénévolat qu'on aime faire. Oui, c'est valorisant tant personnellement, puis intellectuellement aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend sur la vie à l'hôpital, mais on apprend à faire affaire avec des gens. On fait affaire avec une gamme assez étendue là, de gens du public, des plus riches aux plus pauvres. Mais c'est valorisant personnellement. Puis moi, j'ai été habitué à rendre service depuis ma jeunesse. J'ai fait partie du mouvement scout. Alors, scout un jour, scout toujours. Oui. Mais j'aime ça, rendre service. Puis là, maintenant, ma question vient sur, selon toi, et puis après plus de 20 ans d'expérience, c'est quoi les qualités d'un bon bénévole? Il faut être patient, il faut être accueillant. Des fois, des gens nous arrivent, sont stressés, n'ont pas le goût de commencer à jaser là, de la pluie et du beau temps. Oui. Alors, on est là pour accueillir les gens d'une façon sérieuse, mais on essaie de démontrer qu'on a de l'empathie avec les gens, qu'on comprend leur situation. Ils sont un peu stressés. Puis, tout en leur indiquant les directives, comment se rendre à leur rendez-vous, à quel endroit se rendre, on peut
atténuer ce stress-là qu'ils subissent là, en arrivant à l'hôpital. Et quel est le système qui accompagne les bénévoles ici, que ce soit au Carrefour ici ou bien même à l'hôpital Montfort? Je veux juste comprendre, que les gens comprennent que c'est pas parce que je me dis que je vais faire du bénévolat à l'hôpital Montfort ou bien au Carrefour qu'on va juste me positionner en avant à l'accueil. Non, je pense que ça va dépendre de mes aptitudes. Oui, c'est plus que d'être présent. Il faut exercer, faut utiliser notre initiative pour accueillir les gens. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aide, alors on leur offre l'utilisation d'un fauteuil roulant. Des gens ont besoin, ils arrivent ici, surtout au Carrefour Santé, c'est neuf. C'est grand, c'est vaste. Ça ne ressemble pas comme un hôpital. Alors, on leur explique un peu les services qui sont offerts ici. Puis ça les intéresse. C'est une des premières fois que je m'aperçois, les gens sont intéressés par une structure qu'ils ne reconnaissent pas. C'est pas un hôpital. Oui. C'est un centre où ils peuvent avoir toutes sortes de services médicaux. Alors, ils posent beaucoup de questions, puis on répond à leurs questions. Alors, on est là comme des intervenants, des guides. Oui. Puis, les gens, une fois que leur rendez-vous est terminé, reviennent nous voir pour poser d'autres questions. Alors, c'est un rôle intéressant, plus que juste faire de l'accueil. Puis comme tu le disais, le bénévole ici, il apprend beaucoup de choses. Hein? Il apprend sur quels sont les services qui sont offerts ici. Peut-être même qu'il va rencontrer des experts avec qui il va avoir de bonnes discussions. Puis demain, il devient le représentant ou le mini-médecin de sa famille parce qu'il connaît plein d'affaires. Oui, oui. Puis il y a des patients qui viennent pour des rendez-vous à répétition, comme en réhabilitation. Alors, on voit ces gens-là de façon régulière. Alors, l'été dernier, j'avais un patient qui s'était lié d'amitié avec nous autres. Puis, lorsqu'il arrivait, il nous lançait une petite farce pour voir si on était alerte. Puis, alors, ça leur met un sourire dans le visage. Oui. C'est des petites choses comme ça qui... Ça devient intéressant pour eux de venir pour leur rendez-vous. Et j'aimerais que tu nous confirmes que le bénévolat à l'hôpital Montfort, ou même ici au Carrefour, est pour vraiment tous les âges. Tous les âges sont les bienvenus. Oui. On a beaucoup d'étudiants d'université qui viennent faire des stages ici. Puis, en faisant leur stage, ils nous posent des questions. Est-ce que je peux venir comme bénévole ici? Puis ils reviennent comme bénévoles parce que ça leur donne une perspective différente de leurs études en médecine. Alors, c'est surtout des étudiants en médecine. Puis, alors, c'est intéressant parce que c'est pas juste des gens à la retraite qui viennent faire du bénévolat. On a aussi un mélange d'étudiants. Super. Puis eux autres apportent une saveur différente à leur rôle comme bénévole. Et ça, c'est bon pour une expérience, surtout quand tu es encore aux études. Là, ça t'apporte un petit plus pour savoir exactement dans quel domaine là, de la médecine j'ai vraiment envie d'aller. Oui, oui. Alors, ma dernière question avant de clore cette entrevue-là, maintenant qu'on sait que c'est le fun faire du bénévolat ici et qu'on rencontre de belles personnes, on crée de beaux liens, c'est quoi la procédure pour devenir bénévole et à quel moment de l'année, moi, je peux déposer une demande pour être bénévole? À tout moment, vous pouvez soumettre votre intérêt pour devenir bénévole. On a un bureau à l'hôpital Montfort, le bureau du service des bénévoles. Il y a une façon de pouvoir soumettre son formulaire d'application soit en ligne ou se rendre au bureau des bénévoles à l'hôpital. Puis, de cette façon-là, on enclenche le service des bénévoles on va passer une entrevue. Oui. Ensuite, il y a toutes sortes de vérifications à faire. C'est sûr. Puis... Après ça, on est embauché. Vous êtes embauché. Embauché, oui, c'est ça, embauché. Oups. Oui. OK. Ben, écoute, Denis, merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi. Et puis, moi, je vais tout simplement inviter les gens, surtout pour ici au Carrefour Santé Aline Chrétien, où est-ce qu'on se trouve. Je vous inviterai, si vous êtes intéressé à devenir bénévole, à visiter le
Carrefour Santé, alinechrétien.com et puis allez chercher dans l'onglet bénévolat. Vous aurez la chance de rencontrer Denis qui va vous former avec toute son équipe pour devenir un des meilleurs bénévoles ici au Carrefour. On revient juste après la pause. Regardez tout savoir. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Gros scoop tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-Circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Étudiez fort, ça vous garantira jamais de gagner au jeu de hasard. Découvrez des astuces pour un jeu responsable à nemisezpassurlehasard.ca. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir. Écoutez, on a une émission assez chargée avec beaucoup de sujets. On a parlé avec Michel Tremblay de la Farfo. On a discuté avec Diana Navarro de l'humanité et de savoir toujours questionner nos préjugés sur la base des conseils de Socrate. Donc, savoir si ce qu'on a à dire ou ce qu'on a à penser, c'est utile, c'est bon. Est-ce que c'est quoi aussi là important? En tout cas, il y a 3 questions qu'on a eu à discuter là. J'ai trouvé notre conversation super intéressante. Vous pouvez reprendre l'émission aujourd'hui à 14h, à 18h et à 22h. Écoutez, j'aimerais prendre aussi un petit moment pour vous rappeler que jeudi 2 mai, il y aura le gala organisé par le Centre Le Cap pour une collecte de dons, une collecte de fonds pour pouvoir aider tous les services du Centre Le Cap. Et ce gala va se tenir le jeudi 2 mai à 18h au Collège La Cité à l'Excentricité. Il y a encore moyen de prendre des billets si vous voulez vous joindre à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est visiter leur site internet au www.centrelecap.ca pour avoir toutes les informations sur le gala et pourquoi pas y participer pour appuyer tout ce que le CAP fait. Demain, on va avoir une émission aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Pas demain, excusez-moi, mercredi, on aura à recevoir Maxime Lec, un francophone que vous connaissez sûrement, quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans notre communauté et il s'est remis dans le domaine de la communication et mercredi, je ne sais pas pourquoi je dis demain, mais mercredi, il va nous enseigner à communiquer avec confiance, avec beaucoup de confiance. Il va nous donner plein d'outils et je pense que ça sera intéressant pour vous. On va aussi discuter avec Marcel Morin de la Maison de la Francophonie. Avec lui, il sera question de tous les beaux projets de la Maison de la Francophonie. On se voit. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé.